J'attire votre attention, Caroline vous en a parlé tantôt, sur les permis de taxi à gros prix. Moi, je suis vraiment surpris de ça. Tu sais, je le savais parce que j'avais lu qu'un permis à Montréal, là, c'était à peu près 180 000 $. J'avais lu ça il y a à peu près 2 semaines, justement. Puis là, d'apprendre, par exemple, qu'à Québec, c'est plus élevé. 180, je vais vous les donner là, par région. Montréal, un prix moyen, en fait, d'un permis, là, c'est 189 180 $, en baisse de 5 % en fait, depuis 5 ans. À Québec, 196 903 $, hausse de 33 % depuis 5 ans pour avoir un permis de taxi là, à Québec. Trois-Rivières, 135 680 plus 36 %. Si je vais à Drummondville, tu sais, quand même, Drummondville, c'est pas New York, là. Non. J'ai rien contre les gens de Drummondville, là, surtout qu'il y a un festival de la poutine. Ce serait bon matin, ça. Une poutine? Ben non, mais on est rendu là, nous autres. Non. Hein? Non. Ben non, mais quand on a déjeuné, mettons, comme moi, 3h30 du matin, là, à 8h, une poutine, c'est bienvenu, ça. En tout cas, bref, à Drummondville, 100 000 $, en hausse de 92 % depuis 5 ans à Drummondville. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Laval, 274 000 $. Lévis, en hausse de 62 % depuis 5 ans, à 110 799 $. Puis Sainte-Foy, ben là, tu donnais l'exemple tantôt. Sainte-Foy-Sillery, c'est... faut quasiment gagner à la loterie pour avoir un taxi à Sainte-Foy-Sillery. 239 672 $, en hausse de 27 %. Sherbrooke, 195 000 et Saguenay, 64 640. Fait que tu vois, moi, les affaires, je comprends pas dans cette industrie-là. Je connais rien là-dedans. Parce que je sais pas comment ils font pour arriver, en fait, arriver tout court. Ouais. Financièrement. Et on nous explique, entre autres, que le fait que ça a augmenté à Québec, il y a le fait, il faut tenir compte que Uber est moins présent à Québec, par exemple, qu'à Montréal. À Montréal, Uber semble faire mal à l'industrie beaucoup plus qu'ici, et probablement beaucoup plus qu'à Drummondville aussi. Mais un jour, on m'expliquera comment fonctionne cette industrie-là. Comment, en fait, quelle est la logique? Et j'apprends dans cet article-là, je ne savais pas que ça existait, ça. Fin Taxi, ou Fine Taxi, je ne sais pas comment, Fin Taxi, ouais. qui se spécialise dans le financement de permis de taxi partout au Québec. Tu vois, je suis certain qu'il y a des chauffeurs de taxi, probablement que la plupart des chauffeurs de taxi qui nous écoutent ce matin connaissent ça. Mais moi, quand tu n'es pas dans l'industrie, tu ne connais pas ça. Je ne savais pas qu'il y avait une firme, moi, qui se spécialisait dans le financement de permis de taxi. Mais encore une fois, quand tu ne connais pas ça, tu te dis, mon Dieu, comment est-ce qu'ils font pour... comment est-ce qu'ils font, dans le fond, pour rentabiliser un tel investissement? Parce que dans l'article, on dit, entre autres, que c'est rien de moins qu'un achat d'emploi. En fait, il y a des gens qui financent un emploi. Mais c'est de l'argent maudit. Puis quand tu ajoutes à ça l'achat de... Je connais rien là-dedans, là, mais mathématiquement, ça m'a l'air logique. Quand tu payes, mettons, 100 000, 200 000 pour un permis de taxi, puis tu ajoutes à ça le véhicule, l'achat du véhicule, l'entretien du véhicule, l'essence aussi. Il faut en faire des voyages de taxi, d'après moi, là, pour que ce soit rentable. Autre... 8h35 pile, on le disait ce matin dans le Journal de Québec, il est question de l'industrie du taxi à Québec. On voit en fait le prix des permis de taxi un peu partout au Québec et on apprend surtout en fait que la valeur des permis n'a jamais été aussi élevée à Québec alors que du côté de Montréal, c'est en baisse. Et ce qu'on se disait ce matin, c'est que comme nous, on ne travaille pas dans l'industrie du taxi à Québec, puis dans l'industrie du taxi tout court, on ne sait pas comment ça marche, comment ça fonctionne. Et on apprend toutes sortes de choses ce matin, entre autres l'existence d'une compagnie qui finance les achats de permis, ce que je ne savais pas. Et moi, mon questionnement, c'est comment on fait pour arriver justement en payant des sommes aussi énormes pour un permis de taxi? Comment on fait pour rentabiliser ça? Ce matin, on va parler à quelqu'un qui connaît ça pas mal plus que nous autres, M. Abdallah Homsi, qui est donc président de la flotte de taxi Coop Québec. Bon matin, vous allez bien? Bon matin, vous, ça va bien? Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom de famille? Très bien. Parfait. Là, vous allez m'expliquer ça, M. Homsi. Comment ça fonctionne? Moi, si je veux un permis de taxi, d'abord, est-ce que c'est accessible à tous ou j'imagine que c'est contingenté? Non, c'est contingenté. Ça passe d'un main à l'autre, d'un propriétaire à l'autre. Mais c'est quoi? Est-ce qu'il y a un nombre fixe qui Oui, il y a un nombre fixe et il est calculé selon le nombre de personnes. Comme à Québec, pour chaque 440 citoyens, il y a un permis. Donc, c'est au prorata, en fait, de la population? Exactement. Bon, et donc, le prix peut monter jusqu'à, là, on lit ça dans le journal ce matin, 196 903 $. Ma question, vraiment, c'est comment on fait pour rentabiliser un investissement comme ça? On travaille jour et nuit?
On essaie, on travaille fort comme la majorité de la population québécoise. La différence, c'est que nous, on amortit ça sur à peu près 10 à 15 ans. En amortissant le plus loin possible. Anciennement, c'était amorti sur 3 ans. Après ça a monté à 15 ans. Puis quand l'amortissement, il s'en va jusqu'à 15 ans, là, on est capable de très bien vivre avec ça. Mais avant ça, on fait comment pour vivre? Tant qu'on n'a pas amorti l'investissement de départ, faut mettre du beurre sur le pain? Oui, exactement. Il y a de la demande pour ça. Il y a des gens, souvent le monde, il ne voit pas le taxi, il voit le taxi juste un chauffeur de taxi qui est sur le coin. On oublie que c'est un business et en plus de ça, on parle que c'est un business, il y a beaucoup de monde qui vivent de ça. Aujourd'hui, là, à 200 000, par exemple, si on amortit ça là, sur 15 ans, avec la rentabilité mensuelle, avec l'essence, on est capable de fitter là-dedans. Mais si, par exemple, l'amortissement était juste pour 3 ans, impossible qu'on rentre là dans notre argent. OK. Est-ce que c'est vrai, ça? Parce que là, on vous parlait vraiment des néophytes dans le domaine du taxi, là, mais je vous pose la question, est-ce que ça se fait encore, ça, louer des voitures ou sous-louer sa voiture de taxi? Ah oui. On peut louer, on peut le faire au pourcentage, on peut des chauffeurs. Au fond, un taxi, c'est une entreprise. Hein? On dit que c'est un travailleur autonome, mais c'est une licence, ça prend un numéro de TPS, ça prend tout. Comme moi, personnellement, j'ai un chauffeur qui travaille sur la voiture. Le chauffeur, il loue la voiture. OK, il y a d'autres mondes qui s'en vont au pourcentage, ou d'autres mondes qui s'en vont. Ils ont une flotte, par exemple, de voitures, puis ils ont des chauffeurs qui sont salariés. Ça dépend de la formule. Il y a 3 formules aujourd'hui existantes qui persistent le plus. C'est ces 3-là. Donc, ça, c'est une façon de rentabiliser l'investissement. Oui, exactement. OK. Mais la personne à qui on loue le véhicule taxi, par exemple, est-ce que cette personne-là doit avoir aussi un permis? Absolument. Dans ce cas-là, on ne peut pas louer à quelqu'un qui ne fait pas de taxi. On peut louer le permis juste pour qu'un chauffeur qui détient un permis en règle, un permis de chauffeur de taxi, puis un cours qui est déjà fait dans une école de Charlebourg pendant 1 mois et demi. Fait qu'il a passé tous ses examens. Là, il devient un chauffeur en règle. On lui loue le permis, puis dans ce temps-là, quand on loue le permis, lui, il fait son argent en travaillant. OK. Lui, il n'a pas payé le 190 000 Non. Mais vous louez le véhicule, mais en même temps, vous louez le permis, c'est ça? Exactement. Si je donne, par exemple, un exemple à Boston, c'est complètement différent. À Boston, eux autres, ils louent juste le permis, puis le chauffeur, il achète son véhicule, puis le véhicule va être rattaché au permis. Sauf qu'à Québec, la loi est complètement différente. Ici, un permis ne peut pas exister sans une voiture qui est rattachée à ce permis-là. Fait que nous, en ayant un permis avec un véhicule qui est fonctionnel, pendant ce temps-là, dans toutes les normes, dans ce temps-là, un chauffeur, il se présente, puis il dit, moi, je suis intéressé à louer, puis, ou travailler pour vous. Fait qu'il travaille, ça prend un permis, puis il va travailler. Vous me parlez de Boston, vous m'ouvrez la porte, là. Est-ce que si on compare, par exemple, le prix des permis au Québec, au Canada, à ce qui se paie, par exemple, justement, dans des villes comme Boston, New York, est-ce que c'est comparable? Non, ils sont à peu près 2-3 fois plus chers que nous. Ça suit l'achalandage. Même à Boston, par exemple? Ah oui, même à Boston. Dans les derniers mois, la dernière fois que j'ai eu des nouvelles de quelqu'un, c'était dans les années 2000, puis c'est rendu à peu près à l'entour d'un demi-million de dollars américains. Un permis. À Toronto, dans le temps, c'était encore aussi cher. C'est des métropoles. Nous, on est la capitale, puis on est fiers, mais le fait qu'ici, c'est 200 000 à peu près, selon la rentabilité, selon l'argent qu'on fait. Là, évidemment, on fait le comparatif, entre autres, entre Montréal et Québec. On voit qu'à Montréal, la valeur du permis est en baisse. À Québec, c'est en hausse. Est-ce que c'est le phénomène Uber qui explique tout ça ou il y a autre chose, il y a d'autres facteurs? Sincèrement, pour la question de Montréal, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte, que ce soit Uber ou d'autres. Puis je pense qu'il y a une question économique qui est là. C'est ce qui fait la baisse. Je ne peux pas l'expliquer vraiment, mais je pense que l'achalandage. Moi, de mon expérience personnelle, je pense qu'un permis, c'est même chose qu'un autre business, n'importe quel business. Il faut voir l'achalandage. S'il y a de l'ouvrage, s'il y a de l'argent qui rentre, c'est ça ce qui fait la valeur du permis. Si on achète un restaurant aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le restaurant, quand vous louez un local et vous mettez tout ce qui est nécessaire, vous commencez le lancement, il ne vaut rien au début du restaurant, puis après 1 an, 2, 3 ou 5 ans, vous le vendez à 100 000 ou à 200 000. C'est l'achalandage, la clientèle qui s'en va vers ce business-là. Puis nous, on fait partie de cet achalandage-là aussi. Quand est arrivé Uber, évidemment, vous avez contesté la légalité de ce service-là. Est-ce qu'à Québec, là, ça reste pas quand même assez marginal comme phénomène, ça? Oui, absolument. Nous, à Québec, c'est beaucoup plus marginal qu'à Montréal. La différence, nous, à Québec, on ne veut pas se vanter, mais nous, on a appris toujours... On peut y aller, hein?
Oh oui, Oh, ben, je vais y aller alors. Nous, on a pris juste le virage client. On ne s'est pas attardé à Uber comme tel. Oui, on comprend qu'il y a une légalité, puis on dit au gouvernement appliquer les lois, que ça plaise à quelqu'un ou à l'autre, mais il faut l'appliquer. Mais nous, à Québec, on a dit qu'est-ce que le client veut. Pourquoi le client, il s'en va chercher une solution alternative à ce qu'on est? C'est parce qu'on manque quelque chose. Et c'était une des plus grosses raisons, c'était le virage intelligent, le cellulaire intelligent. Technologie, oui. Technologie, excusez-moi. Là, ce qu'on avait dit, bon, il faut qu'on investisse. On a commencé à investir en 2013, 5 enfants. Après ça, on s'est rendu compte que c'est pas ça, en plus, le client veut. Le client veut ne pas se casser la tête. Qu'il soit à Sainte-Foy ou à Beauport ou à Charlesbourg, il faut pas qu'il se casse la tête. Ça prend une application pour toute la ville de Québec parce que le client, il ne connaît plus les anciennes villes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a fait une application, on s'est regroupé TaxiCoop Sainte-Foy, TaxiCoop Beauport, TaxiCoop Charlesbourg, TaxiCoop Val-Bélair. On s'est assis et on a dit qu'est-ce qu'on peut faire? Fait qu'on se réunit tous sous une bannière ou une application. Alors que vous soyez à Val-Bélair ou vous retournez à Québec ou vice-versa, vous n'avez juste qu'à peser sur le même bouton et vous allez avoir le taxi nécessaire, légal, puis tout ce qui vient avec. Fait que le client, il dit, wow, on est rendu à peu près à 10 000 téléchargements. Mais 10 000 téléchargements, si je reviens 2 ans en arrière puis on n'avait pas ça, mais c'est 10 000 clients de moins. Ces gens-là vont aller vers Uber. C'est ce qui est arrivé à Montréal. À Montréal, maintenant, ils ont commencé à faire les applications. Puis on leur dit, en cas, ça prend une solution, pas 50 000 solutions. Il faut pas qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, par exemple, dans l'ancienne ville, puis il va chercher c'est quoi la coopérative de taxi ou la compagnie de taxi qui est dans le coin. Le plus important dans tout business, dans tout système, c'est le client. C'est le client qui nous fait vivre. On ne peut pas tourner en rond puis se défendre en arrière des lois puis en disant oui, on va rester comme ça pareil. Si le client lui-même, il demande des changements. Mais si on ne fait pas les changements puis le client va changer ailleurs, bien là, il a la raison. Mais nous, on se dit, non, on va le voir, on va voir qu'est-ce qu'on a, on va donner. Et on va s'approcher encore plus de la clientèle. On va arrêter d'être juste indépendant puis assis dans nos chars puis on pense pas. Il faut faire de la publicité. Vous vous regroupez, en fait. On fait le regroupement, exactement. On est tous regroupés ici, mais aujourd'hui à Québec. Vous parlez de 10 000 téléchargements. Est-ce que le taux d'utilisation de ces applications-là est élevé aujourd'hui à Québec? Sincèrement, si on revient à 1 an et demi en arrière, on n'avait aucun appel. Aujourd'hui, en moyenne, par mois, ça varie entre 8 000 et 11 000 appels. Oh, quand même. Oui, surtout. Mais pour nous, à Québec, sincèrement, on savait même pas. On a augmenté, on a changé le serveur 2 fois parce qu'on s'attendait pas à cet achalandage-là. On a demandé, on a fait même trier dans ces gens-là. On a, nous, la possibilité de payer par carte de crédit ou par coupon ou parce que tout ce qui vient. Mais la majorité des gens, au contraire de ce que le monde pense, c'est pas tout le monde qui veut payer par carte de crédit. Fait qu'on regarde, mais le niveau d'appel, ça veut pas dire que le client, il cherche ça juste pour avoir le carte de crédit. C'est pas vrai. Et il y a des jeunes dans le cégep qui n'ont pas de carte de crédit, ils utilisent ces applications-là, puis ils veulent pas payer, mais ils veulent la solution technologique et non le carte de crédit. C'est les deux ensemble que ça prend. À Montréal, on va obliger les chauffeurs de taxi, je pense, au mois d'octobre, à avoir un terminal, en fait, là, pour pouvoir payer justement soit par guichet, c'est-à-dire carte de, comment on appelle ça, une carte de paiement, là, ou encore carte de crédit. Est-ce qu'à Québec, la plupart des taxis sont déjà équipés comme ça? Oui, mais quand j'ai reçu, moi, la première fois, quand j'ai lu ça dans le journal, je me suis dit, enfin, à Montréal, ils commencent à se réveiller. Ça n'a pas de bon sens parce qu'ils nous font mal. Ils font mal à toute l'industrie de taxi dans la province de Québec. Nous, à Québec, depuis 2008, on a commencé à avoir les tablettes. Dans 5 ans enfants, depuis 2008, tous les véhicules sont munis de cartes de crédit. En 2011, on a intégré ce qu'on appelle les cartes de débit. TaxiCoop Sainte-Foy, là, à 100%. TaxiCoop Beauport, TaxiCoop Charlesbourg, TaxiCoop Val-Bélair. Tout ce monde-là, ils ont des cartes de crédit, alors qu'à Montréal, jusqu'à aujourd'hui, en 2015, ils refusaient d'accepter les cartes de crédit. Mais voyons donc. Ça n'a pas de bon sens, puis c'est nous autres qui recoupent sur les manchettes. Mais en même temps, j'imagine que c'est plus difficile d'uniformiser tout ça à Montréal. Ils sont plus nombreux, il y a plus de compagnies, puis non? Non, s'il y a une volonté de tout le monde, s'il y a une volonté pour obliger le monde, nous, par exemple, à Québec, on va déposer une mémoire au ministre des Transports le 14 août. Dans notre mémoire, une des recommandations, c'est l'obligation des cartes de crédit dans toute la province de Québec. Et si on parle de code vestimentaire, c'est obligatoire pour toute la ville de Québec, pour toute la province de Québec. Ça, là, c'est important. Mais c'est quoi ça, la position des chauffeurs de taxi là-dessus, l'habit, là, parce qu'il y en a qui aiment bien, tu sais, quand tu passes une journée complète en taxi, là, un jean, ça doit faire la job? Oui,
ça doit faire la job. Oui, ça me sent à l'aise, mais écoutez, c'est pas vrai qu'on peut le permettre. Regardez, on peut pas se permettre tout ça, là. J'ai une question pour vous. Quand vous travaillez dans un emploi qui est trop public et vous êtes exposé aux clients directement, l'habillement est très important. Quand vous êtes assis en arrière d'un bureau et vous regardez personne, je dis un programmeur, c'est une job que je respecte énormément. Mais le programmeur, par exemple, qui ne rencontre pas tout le monde, qui est assis dans son bureau, il peut être bien en short s'il veut. On peut pas se permettre. C'est un peu comme le gars ou la fille qui lit des nouvelles à la télévision, là. C'est en short en dessous, c'est pas grave, ça. J'avais l'image, mais j'ai pas osé le donner, mais vous avez raison. Mais le problème, c'est pas nous. Nous, on a une relation avec la clientèle. Il faut que le minimum qu'on soit habillé en habit de ville, chemise, pantalon. Quand il y a un congrès à Québec, vous savez qu'on a des saisons. Il y a des saisons qui s'appellent les saisons des congrès. Fait qu'on peut pas, quand on va aller donner service au Château Frontenac, au Concorde, au Château Laurier, il faut qu'on soit minimum habillé en habit de ville. On peut pas se permettre parce qu'on a une image à envoyer. Puis cette image-là, il faut la respecter, puis il faut respecter le client. C'est quelque chose de primaire, de très important pour nous. Mais corrigez-moi, à Montréal, je pense que ça va être seulement pour l'aéroport, les taxis qui desservent l'aéroport, là. Oui, mais vous voyez, l'aéroport, c'est pas comme l'aéroport de Québec, c'est un client qui est très, 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 très important pour l'industrie de taxi. Quand on commence par là, ça s'arrêtera pas là. OK, vous voudriez que ce soit l'habit de ville, en fait, la tenue de ville pour tous les taxis. Pour tous les taxis. Moi, nous autres, à Québec, ici, on l'a déjà déposé, puis on attend, puis on a une autre dépose de mémoire. On va déposer une mémoire cette semaine. Puis c'est obligatoire pour tout chauffeur de taxi. Il faut que ça soit là-dedans. Il faut que c'est obligatoirement, je donne un exemple, là, mais malheureusement, quand on est rendu, il faut obliger tout le monde. Mais j'ai une question, quand par exemple, un serveur, quand vous allez il fait chaud, il fait tout, mais il est toujours habillé en pantalon. Quand vous allez au Savigny ou n'importe quel restaurant de la ville de Québec, le serveur, qu'il travaille sur la terrasse ou non, il est habillé en pantalon. Il n'est pas en short. Non, il n'est pas en short. Même si ses clients sont en short, puis, lui, il ne peut pas, parce que c'est l'image du restaurant. Nous, il faut qu'on dégage une image très professionnelle, très propre, pour que les clients soient confortables avec nous. C'est notre business. On vit dans notre business. On ne peut pas le vivre comme ça, de cette façon-là. Hey, en terminant, revenons à notre premier sujet, là, c'est quoi Fin Taxi? C'est une compagnie qui finance l'achat de permis. Est-ce qu'elle est la seule à faire ça? Non. Il y a la Caisse populaire. Ça dépend. Il y a des gens qui s'en vont, par exemple, comme n'importe quel business, mais les deux plus grosses, c'est vraiment Fin Taxi et Caisse populaire. C'est les deux qui font ça. OK. Et l'autre question, c'est comment on peut expliquer la différence de prix? On peut s'en douter, mais je veux l'entendre de votre part, là. La différence entre le permis, par exemple, à Sainte-Foy-Sillery, qui est presque 240 000 $, puis à Québec, 196 903 $. C'est quoi, ça va avec le revenu des habitants ou? Non, je pense que c'est plus avec l'offre et la demande. Quand il y a des permis à vendre dans une agglomération, puis dans d'autres agglomérations, il n'y en a pas de permis à vendre, c'est ce qui fait l'augmentation des prix. Ça, c'était dans le temps. Mais aujourd'hui, je ne vous cache pas que tout le monde se rattrape, tous les numéros, tous les permis à peu près, ils valent pareil. Ça dépend aujourd'hui, quand vous nommez Sainte-Foy-Sillery. Sainte-Foy-Sillery, ça a toujours été comme ça. Il y a l'achalandage aussi. Je pense qu'il y a l'université qui a de l'effet là-dedans parce que c'est le territoire de Sainte-Foy, l'université Laval. Fait que il y a toujours une bonne raison. La seule chose, c'est qu'on n'est pas vraiment loin l'un de l'autre. Quand on fixe le prix d'un permis, j'imagine qu'on calcule le revenu moyen, c'est ça, du secteur? Exactement, c'est ce que j'étais supposé vous dire tantôt. Comme par exemple, si on prend la Caisse populaire, pour qu'elle accepte d'emprunter 200 000 $ à un chauffeur, c'est parce qu'elle fait les calculs de la rentabilité journalière, mensuelle de chaque véhicule. Aujourd'hui, quand il y a la rentabilité pour payer les 200 000, c'est là qu'ils vont emprunter l'argent. Sinon, il y a des permis dans des agglomérations où il vaut juste 30 000 $. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'achalandage. Si on s'en va dans les régions, les permis encore des fois moins, des fois plus. Ça dépend de l'achalandage. Il faut que vous ayez $1 qui rentre minimum pour dépenser $1. Ça, c'est certain. La banque ne vous donnera pas de l'argent, par exemple, pour 10 pièces, alors que votre rentabilité, c'est de $1. C'est aussi simplement que ça. Avant de vous laisser partir, là, parce qu'il y avait une nouvelle tantôt concernant Uber, là, Caroline, c'était quoi exactement? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent, en fait, inciter les clients principalement à militer pour faire légaliser le service. Vous pensez quoi de ça? Parce que j'imagine que vous, votre position, c'est pas de trouble, mais payer le permis qui va avec, j'imagine? Oui, nous autres, ils veulent l'inciter. C'est leur stratégie. Ils ont toujours des stratégies. Moi, ce que je pense, c'est que
tant que ça passe dans les voies légales, qui commence par demander, aujourd'hui, au début, ce qui nous a outré, c'est qu'on veut rentrer dans une ville, puis on veut changer les lois et les règlements de force par force, puis dire, nous, on est un joueur, puis jouer sur les deux mots Uber. Des fois, on parle de covoiturage, des fois, on se compare au taxi. Si on est clair, puis on s'en va, qu'il s'en va au Parlement, qu'il s'en va demander, qu'il soit autorisé, puis qu'il répond aux exigences des citoyens pour le transport en commun, bien, il va être capable de le faire. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est pas le cas. Jusqu'à aujourd'hui, je vous invite fortement à écouter la séance parlementaire le 3 juin, avec le 4 juin, excusez-moi, de Hubert devant le Parlement, puis il a catégoriquement nié, puis il ne veut pas s'adapter au règlement. Tout ce qu'il a demandé au gouvernement et à l'opposition, changer le règlement comme moi je le veux, clairement, aussi clairement que ça. Mais ça, je pense pas que c'est l'attitude, puis je ne pense pas que c'est dans l'intérêt d'Hubert mondialement de voir les règlements tels qu'ils sont aujourd'hui. Il veut changer les règlements à sa façon à lui, puis ça ne pourra pas marcher. Parfait, merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous, bonne journée, au revoir. C'était M. Abdallah Homsi, donc, qui est président de la flotte Taxi Coop Québec. Alors, ça a l'air qu'à Québec, on serait un petit peu plus avant-gardiste qu'à Montréal, de ce que je comprends. C'est au niveau technologique, en tout cas. Oui. Et la tenue de ville, ça, je serais curieux de voir si les chauffeurs de taxi, en général, sont d'accord avec ça. Je comprends l'idée. Là. À Montréal, il faut dire qu'on va obliger, en fait, les chauffeurs de taxi à le faire. Mais pour ceux qui desservent l'aéroport Montréal-Trudeau, est-ce que pour... Pourquoi ils ne seraient pas d'accord? Ben, je sais pas. À part ta question de confort. Ben, c'est essentiellement ça. Mais je veux dire, il y en a combien de boulots? Puis là, bon, il parlait entre autres des serveurs dans les restaurants, mais il y en a plein de travail comme ça où ça prend... Il y a un code vestimentaire sans que ce soit nécessairement écrit, mais pour l'image de l'entreprise, pour la compagnie. Je sais pas, on est bien en jeans. Je peux dire ça, on est bien en jeans. D'accord. Moi, j'ai travaillé des places où on me demandait un certain décorum, en fait. On m'avait juste même demandé de la cravate, ce que j'ai refusé. J'ai jamais été jusque-là. Là. Ça, je suis pas capable. Une cravate, moi, j'ai porté ça 12 fois dans ma vie, puis ça va être correct. Il faut vraiment que je sois poigné, là. Mais je sais pas, le chauffeur de taxi, tu passes ta journée dans le taxi, là, tu sais, en tenue de ville. Tu dois t'habituer, là, j'imagine, mais je serais curieux de savoir si la majorité des chauffeurs de taxi qui nous écoutent, par exemple, seraient d'accord avec ça, en tenue de ville, ou encore c'est seulement pour ceux qui desservent, comme à Montréal, l'aéroport, par exemple. Mais il y en a qui se promènent tout le temps en tenue de ville, qui sont tous là. Ben oui, c'est une considération pour les clients, en tout cas. Ouais. Honnêtement, comme client, moi, je regarde pas ça. Mais je peux comprendre. Ça donne une bonne image, c'est sûr. Il est 8h53, vous êtes sur Énergie 98.9. 98.9. Énergie. Pendant que tu penses